Comme vous le savez, il est primordial de réhabiliter les hôpitaux en zone rurale pour continuer à assurer une offre de soins de qualité. Se pose alors la question du financement et la nécessité d'octroyer des aides supplémentaires aux établissements. Je souhaitais plus particulièrement vous saisir de la situation du centre hospitalier du Pays de Morlaix, dont le pôle médecine-chirurgie obstétrique va faire l'objet d'une réhabilitation complète. En novembre 2021, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, M. Joël Giraud, avait indiqué le déblocage de 24 millions d'euros dans le cadre des 16 milliards d'euros du Ségur de la santé, afin d'aider à la réhabilitation complète du service, affirmant ainsi sa volonté que les petits hôpitaux du territoire ne soient pas oubliés. Ce projet de rénovation avait obtenu le feu vert de l'ARS en septembre 2018. En effet, l'établissement morlaisien n'est pas un simple hôpital de proximité, mais également un hôpital de recours territorial, offrant de nombreuses spécialités. Médecine interne, neurologie, avec un volet recherche et développement très attractif pour les jeunes médecins. L'aide indispensable que représente l'enveloppe de 24 millions d'euros de l'État reste cependant insuffisante au vu du montant du chantier. En effet, la réhabilitation du pôle MCO, devenu vétuste, représente un investissement de 94 millions d'euros pour s'adapter à la nouvelle offre de soins. Ce budget, initialement de 80 millions d'euros, a dû être surélevé en raison de la hausse du coût des matières premières. Il est donc à craindre que le budget de fonctionnement de l'hôpital soit impacté pour pouvoir assurer cet investissement, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité de soins de l'hôpital, un effet négatif sur la masse salariale, tout cela au détriment des usagers et des agents. Le risque est donc grand d'amplifier une dégradation dans le secteur déjà en haute tension. Madame la ministre, outre l'enveloppe allouée pour l'investissement dans le cadre des aides du Ségur, quelles mesures entendez-vous prendre pour permettre la réalisation des travaux de l'hôpital de Morlaix et plus généralement pour permettre la réhabilitation des hôpitaux des zones rurales sans affecter leur budget de fonctionnement? Madame la ministre, attention au budget de fonctionnement des hôpitaux. Très attention parce qu'aujourd'hui les moyens sont rares et mettent les hôpitaux en difficulté. La problématique du manque de place dans les établissements médico-sociaux est majeure et a été soulevée ici même à nombreuses reprises. À ce titre, ma collègue Martine Filleul vous alertait déjà il y a 1 an et demi alors que vous répondiez mettre en place des politiques ambitieuses en la matière. Dans mon département, la Charente, le taux d'équipement en ITEP est largement inférieur au national, alors même que le taux d'élèves en situation de handicap psychique est de 10 points supérieur à la moyenne de l'académie. Ce décalage entre les besoins de la population et la réponse publique laisse place à des situations dramatiques pour les jeunes concernés. Votre objectif d'une école inclusive est louable, mais se heurte à la réalité de l'accompagnement en France. Malheureusement, vous avez fait le choix de fermer un nombre important de places dans les différentes structures spécialisées avant même de vous assurer que la prise en charge de ces élèves était réalisable dans de bonnes conditions dans le système classique. Ainsi, de nombreuses familles ne disposent d'aucune bonne solution. L'accueil dans des structures classiques est souvent très inadapté. Face à cela, une centaine de jeunes Charentais sans solution sont déscolarisés. Ces jeunes sont pour la plupart sur des listes d'attente longues de 2 ans pour un accès en ITEP, de 2-3 ans pour les IME. Pour les jeunes atteints de troubles autistiques, l'attente peut aller jusqu'à 6 ans. Par ailleurs, cet embouteillage est accentué par le manque de places d'accueil pour les personnes majeures en handicap qui sont accueillies par les IME. Les enfants de la République ont tous le droit à l'école. L'idéal républicain n'en est plus un si des élèves sont exclus du système scolaire sur le fondement de leur handicap. Madame la ministre, quelle réponse entendez-vous apporter à ces familles maltraitées et à ces enfants? Comment comptez-vous créer de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux ITEP et IME en Charente? Je vous remercie, Madame la ministre, pour cette réponse. Vous l'avez dit vous-même, des efforts ont été consentis, en particulier par le conseil départemental et l'ARS, pour des places supplémentaires, mais il en manque encore beaucoup et des familles nombreuses sont en souffrance. Donc il est important et urgent de trouver des réponses satisfaisantes pour ces familles et ces personnes en souffrance. Aujourd'hui, les élus issus des territoires ruraux sont inquiets d'une mise en œuvre du zéro artificialisation nette qui s'affranchirait des enjeux essentiels à l'équilibre à la vie de nos territoires, que sont la rénovation et la revitalisation de nos villages et de nos bourgs. Les élus sont tous très conscients qu'il est essentiel de concilier l'atteinte des objectifs de sobriété foncière avec celui du développement des territoires ruraux afin de répondre aux défis environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est être de simples exécutants de l'application rigoureuse des textes. Ils veulent être en mesure de co-construire leur développement, d'œuvrer à l'aménagement de leur territoire et d'être en mesure d'opérer des choix stratégiques en concertation avec les autres territoires qui impacteront leur quotidien et ceux de leurs concitoyens. C'est pourquoi, en résonance avec les associations représentatives des territoires et en particulier de la MRF, il m'apparaît indispensable de permettre
La mise en œuvre d'une politique forte en faveur de la réhabilitation du bâti vacant dans les communes rurales, intégrant des moyens financiers, un accompagnement en ingénierie, des outils juridiques facilitant le changement de destination du bâti, notamment agricole, l'inscription dans la loi du droit au projet qui permettent de porter des projets intercommunaux et multicommunaux, de permettre plus à ceux qui ont artificialisé moins, c'est-à-dire d'assurer une garantie rurale, enfin de permettre une juste prise en compte des projets d'envergure nationale n'impactant pas les territoires qui n'en auront aucune retombée. Aussi, j'espère que le gouvernement tiendra sa promesse de poursuivre la discussion sur la base du texte adopté par le Sénat et qu'il sera à l'écoute de tous nos élus locaux, acteurs des territoires, lors de l'examen à l'Assemblée nationale les 21 et 22 juin prochains de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs du zéro artificialisation nette. Face à l'urgence écologique et l'impératif de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, le ferroviaire est la solution incontournable. Les 2 lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, POLT, et Paris-Clermont-Ferrand desservent près du quart du territoire national, 5 régions et 10 millions d'habitants. Ce sont des axes reconnus structurants par l'État. L'objectif est bien d'augmenter le nombre de voyageurs, même de le doubler selon la SNCF, et de garantir un service plus équitable aux usagers des territoires desservis. Pour rappel, un Paris-Marseille dure 3 heures, un Paris-Bordeaux 2 heures, quand un Paris-Cahors dure jusqu'à 6 heures, ce qui situe Cahors en quelque sorte bien au-delà de la frontière espagnole. Le schéma directeur en cours, régénération et modernisation, pourtant très attendu vu l'état du service actuel, ne sera pas à la hauteur de ce qu'était le Capitole, fleuron du rail français au début des années 1960, c'est-à-dire mettant Toulouse à 6 heures de Paris. Une mesure juste serait d'allouer un investissement complémentaire, conséquent, permettant notamment d'accroître l'ambition du schéma directeur, soit 14 allers-retours au lieu de 11 et un gain de temps de 35 minutes sur le Paris-Toulouse. Pour autant, nous tenons absolument au programme minimum du schéma directeur pour 2025 à réaliser sans faute. La Première ministre a non seulement déclaré que moderniser se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs, mais aussi que notre stratégie doit bénéficier à tous les Français, où qu'ils vivent, des petites communes jusqu'aux grandes métropoles. Autrement dit, nous correspondons exactement au cœur de cible du plan d'avenir. Et effectivement, nous avons besoin d'un avenir ferroviaire en tant que véritable oublié du rail. Les habitants des territoires desservis par la ligne POLT doivent être une des priorités du plan annoncé par la Première ministre. Cette ligne doit être soutenue de manière significative dès 2023. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande de préciser quelle sera sur les 100 milliards. J'aimerais appeler votre attention sur les projets de rénovation urbaine de la ville de Petit-Quevilly, qui, malgré une candidature particulièrement solide, ne fait pas partie de la liste des communes retenues dans le dispositif des quartiers résilients. La commune de Petit-Quevilly est engagée dans un projet pour le quartier de la Piscine. Ce quartier fait l'objet d'une inscription au titre des quartiers d'intérêt national et la municipalité, avec l'appui de ses différents partenaires, y développe un programme d'investissement de plus de 85 millions d'euros. Pour l'heure, malgré des coûts élevés et des difficultés de financement, la commune tient le calendrier initial du projet et a réaffirmé la priorité de ses investissements dans le cadre de son budget 2023 et de son programme pluriannuel d'investissement. Parmi les indicateurs quantitatifs de vulnérabilité dévoilés, la ville de Petit-Quevilly, et en particulier le quartier de la Piscine, est fortement concernée par plusieurs items des difficultés économiques, sociales et culturelles. Plus largement, la ville fait face à des problèmes de pollution. Elle a connu l'incendie de Lubrizol, des problèmes de santé, et elle connaît pour sa population un taux de pauvreté 10 points supérieur à la moyenne nationale. Face à ces enjeux, la municipalité est pleinement investie à travers des projets concrets. Elle s'est engagée dans une politique de transition écologique ambitieuse, avec la création à proximité du quartier de la Piscine d'une forêt urbaine, ou encore par un projet d'autoconsommation collective et de raccordement à la chaufferie urbaine. Aussi, toujours dans le cadre du projet NPRU, la ville de Petit-Quevilly a eu à cœur d'être exemplaire et de travailler au-delà de la simple question du bâti et de l'aménagement urbain. Elle a choisi de mettre l'éducation et le sport au centre de son programme, en rénovant par exemple l'ensemble des écoles et le théâtre du quartier. Cependant, la commune a besoin de moyens supplémentaires. Le soutien de l'État au travers du programme Quartier Résilient lui est donc indispensable afin qu'elle réussisse la transition du quartier. Ainsi, Madame la Ministre, je vous demande de bien vouloir m'indiquer dans quelle mesure la commune pourra obtenir les bénéfices de ce classement et de ces crédits.
Je souhaite simplement, Madame la Ministre, que la ville de Petit-Quevilly puisse faire l'objet d'un accompagnement dans le cadre des 25 quartiers qui restent à déterminer. Par courrier du 27 juillet 2021 et du 5 août 2022 resté sans réponse, j'ai sollicité le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la situation préoccupante de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. J'ai rédigé ces courriers à la suite de visites de l'établissement. Sa capacité d'accueil est de 85 places, alors qu'il compte aujourd'hui 147 détenus, parfois plus, soit un taux d'occupation de plus de 170%. Dans un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté rendu public le 18 juillet 2022, le constat est clair, la maison d'arrêt de Saint-Brieuc est l'une des plus surpeuplées de France. Ce même rapport fait état également de l'indignité des conditions de détention, infiltration d'eau, moisissures, trous dans les murs, mobilier détérioré ou manquant, absence d'intimité dans les WC ouverts sur les chambres à 3 lits superposés, état d'hygiène déplorable des sols et des lits, manque d'espace pour les gestes du quotidien. Autrement dit, la maison d'arrêt de Saint-Brieuc est vétuste et indigne. J'ai pu à nouveau le constater en visitant l'établissement le 19 avril. L'établissement nécessite des travaux de rénovation importants, encore plus urgents, suite à l'incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. Il est impératif de garantir une hygiène correcte et de bonnes conditions de restauration pour les détenus, mais aussi pour le personnel. Une rénovation d'ampleur paraît nécessaire, voire une reconstruction sur un autre site, comme l'a souligné le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard. Le territoire briochin est disposé à faire émerger un lieu qui puisse accueillir un nouvel équipement pénitentiaire. Dans l'attente, une régulation des entrées en lien avec l'autorité judiciaire serait nécessaire pour éviter une surpopulation. 4 détenus dans 11 mètres carrés relève de l'indignité. Les conditions de travail sont donc particulièrement difficiles pour le personnel de surveillance. Monsieur le ministre, quel est votre projet pour la maison d'arrêt de Saint-Brieuc en termes immobiliers dans l'attente pour réguler les entrées ou assurer un accueil digne? Comme vous le soulignez, monsieur le ministre, vous n'apportez pas de réponse concrète à la situation. La surpopulation est indigne. Rien n'est prévu dans le plan d'investissement pour les Côtes-d'Armor. Et je m'inquiète également que la loi d'orientation et de programmation ne fait aucune proposition sur la régulation carcérale ou les préparations de sortie et les solutions. Lors du dernier projet de loi de finances, le gouvernement a décidé, de manière unilatérale et contre l'avis de toutes les associations de collectivités territoriales, de supprimer la CVAE. Une fois de plus, après chaque suppression de recettes fiscales locales, vous nous avez soutenus dans cet hémicycle, la main sur le cœur, que la perte de cet impôt serait compensée à l'euro près. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, l'AMF, s'est insurgée contre le fait que dans certaines collectivités, le montant de la compensation théorique est nettement inférieur à celui de la CVAE qui aurait été perçue en 2023. Force est de constater que l'engagement de compenser à l'euro près la CVAE n'est pas tenu. Je rappelle que cette année, ce sont près de 650 millions d'euros qui manquent à l'appel. Alors face à cette problématique, il vous faut trouver des marges de manœuvre budgétaires et il semblerait qu'à l'heure du réchauffement climatique, vous en ayez trouvé une très surprenante. Comme vous le savez, il a été institué dans la dernière loi de finances pour 2023 un fonds vert ayant pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la lutte contre la crise climatique et contre l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, sur les 2 milliards d'euros alloués au dispositif en 2023, 530 sont prévus pour compenser la suppression de la CVAE. La circulaire du 14 décembre 2022 relative au déploiement du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires demande au préfet de s'assurer que les collectivités concernées par la suppression de la CVAE bénéficient du fonds à minima à hauteur de la compensation prévue. Or, s'il était convenu que les collectivités bénéficieraient d'un accès favorisé au fonds vert afin de retrouver une compensation intégrale de la CVAE, intégrer de cette manière la compensation avec le fonds vert est de nature à rendre plus difficile l'accès au fonds en lui-même pour les collectivités bénéficiant de la compensation. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Pouvez-vous confirmer que la part du fonds vert destinée aux collectivités concernées par la suppression de la CVAE s'intègre dans le montant global de la garantie de compensation ? Alors que le 1er janvier 2024, France Travail devrait remplacer Pôle emploi, l'impact de l'intégration des missions locales pour l'emploi à ce nouvel écosystème reste très incertain. Elles sont pourtant un atout indispensable dans la lutte contre l'exclusion et l'isolement des jeunes, en particulier en ruralité, et cela depuis plus de 40 ans. En Dordogne, dans mon département, les 5 missions locales permettent un maillage du territoire efficace. C'est cette connaissance du terrain qui leur permet de saisir les problématiques spécifiques auxquelles chaque jeune est confronté. Une connaissance du terrain nourrie aussi
par la participation des élus locaux à leur gouvernance. Or, pour l'heure, il reste un flou sur le rôle qu'ils joueront dans votre projet. Sur l'année 2022, en Dordogne, c'est plus de 60% des publics suivis qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi. Les inclure à ce futur système avec le nom France Travail Jeunes risque de toucher à leur autonomie et à leurs nombreuses fonctions. Gestion des problématiques de santé, de logement, de mobilité, de budget, de prévention. Bref, les missions locales sont un acteur de proximité privilégié pour la jeunesse. À l'heure où les services publics désertent de plus en plus nos territoires, elles jouent un rôle majeur en matière de lutte pour l'égalité des chances. Vouloir y coupler un algorithme d'orientation désincarné est un non-sens. Dématérialiser à l'excès, c'est déshumaniser. C'est créer une barrière, un obstacle supplémentaire pour des jeunes déjà déconnectés, exclus. Rien ne remplacera l'humain, Madame la Ministre. Nous devons faire confiance aux agents des missions locales car leur expertise en matière d'accompagnement de notre jeunesse n'est plus à démontrer. Madame la Ministre, les usagers, les personnels et les partenaires des missions locales sont inquiets. Quelles garanties comptez-vous leur apporter ? Comment allez-vous préserver l'autonomie si essentielle de ces structures de proximité ? 607,75 €, voilà le montant perçu par une personne seule au RSA. Ce revenu de solidarité active couvre en France 3,85 millions de personnes. Dans le cadre de votre plan de refonte de la relation au travail, le gouvernement envisage de renforcer les mesures contraignantes pour les allocataires du RSA, conditionnant le versement de ce dernier au suivi de parcours intensifs d'heures d'activité de 15 à 20 heures par semaine. Qu'en est-il exactement? Où en êtes-vous de cette intention? Il est essentiel d'évaluer attentivement les risques de telles mesures et de s'assurer que les politiques mises en œuvre favorisent une réinsertion durable plutôt que des résultats à court terme. Cette nouvelle conditionnalité du versement du RSA est actuellement testée dans plusieurs départements. Les conclusions de ces expérimentations sont attendues pour orienter nos futures réflexions sur cette question. Nous espérons que le gouvernement sera capable de les entendre et d'adapter sa politique. Le RSA est déjà conditionné aux engagements des allocataires par un contrat avec des professionnels accompagnants sur le plan social et professionnel. Pouvez-vous préciser vos orientations? Voulez-vous renationaliser le RSA? Le changement d'organigramme de l'organisation du versement du RSA, qui semble prévu, et donc la remise en question de la place des départements dans le cadre de cette réforme, alerte les collectivités. Voulez-vous placer les départements sous tutelle? Les discussions doivent se poursuivre pour trouver des approches sociales qui soutiennent réellement l'autonomie des allocataires du RSA et répondent aux enjeux socio-économiques tout en laissant le département en première ligne pour une véritable politique de proximité. Ainsi, Madame la Ministre, précisez vos intentions. Quelle inscription dans le projet France Travail prévoyez-vous? Allez-vous imposer cette réforme au département et poursuivre cette politique coercitive d'approche plutôt néolibérale? Il y a des expérimentations, mais il n'y a pas de retour. Discuter de ces expérimentations avec les départements. Et donc, il serait utile de les replacer dans le jeu aujourd'hui et de négocier effectivement avec eux par rapport à ces nouvelles orientations du projet de loi.